Bonsoir à tous, les titres de cette édition. La Guinée et le Maroc autour d'un forum. Il porte sur le partenariat économique entre les deux pays. Et puis, condamnation des trafiquants de faux médicaments en Guinée. 3 femmes et corps prison ferme avec 10 millions d'amendes. Le sport au Rwanda, la Guinée et la Tunisie se séparent avec 2 buts partout. Le temps fort de ce match dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret de 2016-016 PRG SGG portant attribution et organisation de la préfecture maritime. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Disposition générale, article 1er. La préfecture maritime, en abrégé Prémargui, est un organisme spécialisé à compétence nationale rattaché au ministère d'État auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Article 2. La préfecture maritime est dirigée par un préfet maritime nommé par décret du président de la République. Il est officier général de l'armée de mer ou un haut fonctionnaire. Article 3. Le siège de la préfecture maritime est fixé à Conakry. Elle peut avoir des bureaux dans les chefs-lieux de région ou de préfecture situés le long du littoral. Mission et attribution. La préfecture maritime a pour mission de garantir l'autorité de l'État dans le domaine maritime sous juridiction et souveraineté guinéenne. Elle coordonne à l'échelon national les actions des administrations concernées. À ce titre, elle est particulièrement chargée d'exercer le pouvoir de police générale en mer, de veiller à l'exécution des lois et des règlements nationaux et des conventions internationales dans le domaine maritime, de superviser les actions de sûreté et de sécurité en mer ainsi que la préservation du patrimoine marin. Article 5. La préfecture maritime mobilise les moyens des différentes administrations lors d'opérations planifiées ou inopinées. Article 6. Le préfet maritime dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des services de la préfecture maritime. Il accorde une attention particulière aux relations avec les ministères et administrations concernées. Article 7. Le préfet maritime est assisté d'un adjoint nommé par décret du président de la République. Il est responsable de la coordination technique des services de la préfecture maritime. Le préfet maritime adjoint assure l'intérim du préfet maritime en cas d'absence ou d'empêchement. Disposition finale. Article 36. Les chefs de service ou équivalents sont nommés par décision du préfet maritime. Article 37. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire. Il prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 18 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé. Décret D2016-020 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Oumar Ba, précédemment chef de cabinet, est nommé secrétaire général de la chancellerie des ordres nationaux. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 18 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2016-018 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Alpha Oumar Mané, en service au ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, est nommé secrétaire général du dit ministère. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry, le 18 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2016-017 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Jeunesse. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Bani Sangaré, précédemment directeur national de la Jeunesse, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse en remplacement de monsieur Ibrahima Bari, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 18 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2016-19 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Fodeba Istokera, opérateur culturel, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Article 2. Monsieur Aboubakar Molota Kamara, précédemment chef de cabinet au ministère des Sports, est nommé chef de cabinet du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 18 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé. En Guinée, l'Italie vient d'annuler sa dette vis-à-vis du pays. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, au palais Sékou Touréa. Le montant se chiffre à 25 millions d'euros. Le compte-rendu avec Sanassi Keita. 25 millions d'euros. Voilà le montant de la dette de la Guinée que l'Italie vient d'annuler. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence du président de la République, professeur Alpha Condé. Une réelle satisfaction pour la ministre de l'Économie et des Finances. La cérémonie de signature qui vient de nous réunir aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations du procès verbal agréé du Club de Paris d'octobre 2012. Ces recommandations sont elles-mêmes le résultat de l'atteinte par la Guinée du point d'achèvement de l'initiative pour les pays pauvres très endettés, à ce point d'achèvement qui a été atteint en septembre 2012. Donc l'accord qui a été signé porte sur les prêts consentis par la République italienne à la Guinée au titre des accords conclus avant 1999. Avec cette signature aujourd'hui, la Guinée bénéficie de l'annulation de la totalité de sa dette envers l'Italie. Nous nous réjouissons vraiment des efforts consentis par la partie italienne et nous engageons à prendre toutes les dispositions pour affecter les ressources ainsi dégagées au financement des actions qui visent à la réduction de la pauvreté et au financement de la stratégie nationale. L'annulation aujourd'hui de cette dette italienne est une nouvelle ère de coopération qui s'annonce fructueuse entre Conakry et Rome. Le fait que l'Italie aujourd'hui termine d'annuler la dette de la Guinée, c'était naturellement un devoir à cause de la coopération historique. Je ne peux que rappeler ici que l'Italie a été le premier pays européen à reconnaître l'indépendance de la Guinée en 1958. Mais aussi, c'est une dette d'amitié envers ce pays à laquelle je suis personnellement lié, le président le sait bien, mais l'Italie se sent liée, à travers moi, tout le gouvernement se sent lié. Il y a plusieurs étapes que nous voulons franchir à partir de ce moment. Aider la Guinée au Fonds monétaire international, comme c'est le souhait de son Excellence, Monsieur le Président. Aider la Guinée avec un crédit sur la santé qui sera finalisé en début février. Donc, Madame, vous nous reverrez. Pour l'ambassadeur de Guinée en Italie, l'annulation de cette dette était l'une des priorités du président de la République. L'annulation de la dette, j'en avais fait une des priorités de mon action à ma prise de service en juin dernier. Et voir qu'en un peu plus de 6 mois, voir que cet objectif est atteint,
constitue véritablement un motif de grande satisfaction. C'est une nouvelle étape qui s'amorce donc entre la Guinée et l'Italie dans le renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Au palais Sékou Touré, le président de la République a reçu en audience le ministre marocain des Finances ainsi que la présidente des entreprises du royaume chérifiant. Au menu des échanges, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Rabat. Suivez. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, les relations d'amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la Guinée ne cessent de se solidifier. Aujourd'hui, nombreux sont les responsables des entreprises et autorités du Royaume chérifiant qui sont à Conakry pour nouer de solides contacts avec non seulement le secteur privé guinéen, mais aussi et surtout le gouvernement. Cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au ministre marocain des Finances et à la présidente du patronat marocain se situe dans cette trajectoire. Les deux personnalités ont dit toute leur volonté au chef de l'État, professeur Alpha Condé, de faire en sorte que le Forum économique Guinée-Maroc, qui ouvre ses portes ce 18 janvier 2016, ici à Conakry, soit une véritable réussite. L'objectif étant surtout de faire le point sur l'état d'avancement des nombreuses conventions signées entre la Guinée et le Maroc pendant la visite du roi Mohamed VI ici à Conakry en 2014. Professeur Alpha Condé a à son tour dit toute sa satisfaction à cette délégation de voir aujourd'hui les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et le Royaume du Maroc se renforcer. Ils sont plus de 500 investisseurs guinéens marocains à prendre part à ce forum d'affaires, une rencontre qui va permettre aux acteurs de ces deux pays de partager leur expérience dans le domaine économique et culturel. Le Premier ministre était à ce rendez-vous, il a présidé l'ouverture des travaux. Adi Kamara. L'existence de cet espace de coopération entre la Guinée et le Maroc doit être davantage valorisée pour constituer un véritable outil de mobilisation des ressources financières en faveur du développement. Ici, la Guinée et le Maroc entendent œuvrer ensemble à redynamiser leurs relations à travers des actions concrètes. Le forum qui nous réunit aujourd'hui doit nous aider à évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des accords signés entre les gouvernements et les secteurs privés de nos deux pays. Ce forum doit aussi servir à identifier de nouveaux horizons de coopération et à matérialiser rapidement des projets en cours. Je saisis l'occasion pour inviter les entreprises de nos deux pays à concrétiser les projets identifiés et nos deux administrations à intensifier les échanges projetés. L'ensemble des accords signés devant Sa Majesté et devant le Président de la République pour la réalisation des projets de développement économique et sociaux qui ont été lancés lors de la tournée royale en 2014. C'est ainsi que je m'adresse avec sollicitude toute particulière aux différentes agences marocaines et guinéennes, ainsi qu'aux membres de la communauté des affaires de nos deux pays qui ont contribué à la mise en place des partenariats prometteurs pour qu'ils multiplient leurs efforts et fassent aboutir l'ensemble des projets en cours, lesquels constituent l'expression même de notre détermination commune à renforcer les relations entre les deux pays. Le gouvernement fait de la coopération sud-sud un axe majeur de sa politique nationale d'aide et d'intégration africaine, d'où la tenue à Conakry de ce forum d'affaires Maroc-Guinée. Pour la mise en valeur de ces potentiels, la Guinée entend mettre en œuvre une politique peut se décliner suivant trois axes. Le premier axe est la création d'un environnement juridique, réglementaire et financier favorable au secteur privé, que nous considérons comme le moteur de la croissance économique, le pourvoyeur d'emplois, le créateur de richesses et un levier important pour la réduction de la pauvreté. Le deuxième axe consiste à développer à travers le pays divers équipements d'infrastructures tels que des routes, ports, aéroports, voies ferrées, barrages hydroélectriques et tout ce qui concerne les réseaux pour les nouvelles technologies. Le troisième axe est l'implication effective et organisée du secteur privé dans l'activité économique, et la décentralisation et la régulation. Aujourd'hui, l'implication forte de Sa Majesté, le roi Mohamed VI,
et de son Excellence le professeur Alpha Condé pour la poursuite et le renforcement de ces liens historiques nous invite tous à doubler d'efforts pour le développement et la diversification des échanges sur le plan économique, commercial, touristique, culturel, etc. Avec la mise en place de structures capables de créer un environnement propice à l'investissement, la Guinée et le royaume chérifien vont diversifier leurs partenariats dans les secteurs clés du développement pour le bonheur des deux peuples. La coopération et le partenariat économique entre la Guinée et le Maroc se renforcent donc et se diversifient. Le forum d'affaires qui se tient entre les deux pays permet de passer en revue les acquis et les défis de cette coopération, aussi bien dans le domaine public que privé. Alassane Diogobari. La Guinée et le Maroc, c'est une belle histoire qui dure depuis des décennies, aussi bien entre les hommes, les États et les gouvernements, et de plus en plus entre les hommes et les femmes d'affaires guinéens et marocains. Cette coopération sud-sud a déjà produit plusieurs résultats positifs. Très concrètement, il y a les moulins de l'Afrique qui opèrent aujourd'hui dans la transformation des produits agricoles et qui est dans sa phase d'extension. Il vient d'être mis en place et c'est ce genre d'industrie qu'on voudrait donner en exemple, faire de la transformation avec un partenariat maroco-guinéen et un investissement dans le cadre de la chaîne de valeur. Vous avez également l'exemple de Itran, vous avez l'exemple de la banque populaire de Guinée qui accompagne les PME. Et aujourd'hui, on travaille sur le microcrédit. Donc ça parle aux entreprises de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une taille critique, donc d'être une grande entreprise, pour pouvoir opérer et accompagner le développement économique et social. Donc ça, c'est des exemples extrêmement concrets. Ce rendez-vous d'affaires qui réunit Guinéens et Marocains permet de passer en revue une quarantaine d'accords, dont une vingtaine au niveau public et autant dans le secteur privé. Autrement dit, faire le point sur les conventions qui avancent normalement sur le terrain et booster celles qui enregistrent des blocages et relever les défis qui s'opposent aux différents axes de cette coopération. Nous avons quelques défis d'ordre notamment bureaucratique, et des problématiques aussi pour l'avancement des dossiers. Et surtout du côté dans les transports et dans l'énergie. Ce forum économique des affaires est donc une occasion pour les opérateurs guinéens de renforcer les partenariats existants et de créer de nouveaux rapports en vue de développer leurs activités économiques au bénéfice de leurs entreprises. Il y a pas mal de sociétés marocaines avec lesquelles nous travaillons déjà, mais il y a également de nouvelles sociétés avec lesquelles nous avons pris des contacts et qui vont s'asseoir avec nous ce soir pour parler par exemple de la viabilisation du site directionnel de Koloma, grand de 267 hectares, et la construction de l'ensemble des ministères et des départements. Donc toutes ces discussions vont avoir lieu aujourd'hui entre certaines sociétés marocaines et le groupement 3GB composé de Diter SA, de Dicopress BTP et de Béchec. Et puis retenez que cette grande convention a été signée à l'issue de ce forum il y a quelques instants. Dans les prochaines éditions, nous reviendrons sur le contenu de ces conventions avec notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. Autre sujet de cette édition, les responsables des institutions et départements impliqués dans la passation des marchés publics sont à l'école de la transparence. Ils apprennent comment élaborer des plans réalistes de passation de marchés et comptent aussi renforcer la transparence dans leur travail. Explication Falilou Diallo. Venus des départements ministériels et autres institutions publiques, la cinquantaine de cadres s'approprient des nouvelles méthodes liées à l'élaboration du plan de passation des marchés publics. La rencontre est pilotée par l'autorité en charge de ce secteur. Pour cette année, l'autorité de régulation des marchés publics a préparé un modèle nouveau du plan de passation des marchés publics, donc qui est différent de l'ancien modèle qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et c'est ce qui justifie cette formation dans un premier temps. Mais aussi, ce plan, il est bâti en fonction des différents marchés, c'est-à-dire les marchés des travaux, les marchés de fourniture et les marchés de prestations intellectuelles ont chacun leur tableau. Et à l'intérieur de chaque nature de ces marchés aussi, il y a des différents tableaux
en tenant compte des marchés qui sont passés avec préqualification, des marchés qui sont passés sans préqualification et les marchés qui sont en deçà des seuils de passation. Il s'agit d'outiller ces responsables et commis de l'État avec les nouvelles réformes engagées dans le secteur. Toutes choses qui devraient permettre aux acteurs de la commande publique à réadapter leurs différentes méthodes de gestion. L'État a pris conscience qu'elle met plus de 50% du budget national dans la passation de marché. Donc, il y a beaucoup de fonds que l'État met en place. Il faut apprendre les gens à mieux gérer la passation de marché pour respecter les bases que le Code des marchés exige, c'est-à-dire la transparence, l'économie, l'efficacité, l'équité entre les candidats à la commande publique. Cette année 2016 sera mise à profit par l'autorité de régulation des marchés publics en vue de donner plus d'efficacité aux méthodes de travail. Ces travaux couvriront l'ensemble du pays. À la justice, fin du procès des 3 dames poursuivies pour trafic de faux médicaments au tribunal de Mafanko. Elles sont condamnées à 1 an de prison ferme chacune et au paiement de 10 millions de francs guinéens à la partie civile. Le compte rendu avec Tcherno Younousa Ba. Elles ont été retenues dans les liens de la culpabilité. Fatoumata Kamara, alias Fatou Livakine et Hadjak Bessa Kouyaté écopent chacune d'1 an d'emprisonnement ferme pour exercice illégal de la pharmacie. La même décision est prononcée contre Hadja Fatoumé Izazi, cette fois pour complicité. Le tribunal de première instance de Mafanko, en charge du dossier, a élargi la peine en faveur de la partie civile. Si l'action publique reçoit l'Ordre national des pharmaciens de Guinée à leur constitution de partie civile et lui dit bien fondée. En conséquence, condamne Fatoumata Kamara, Fatou Nivakine, Hadja Bessa Kouyaté et Hadja Fatimé Izazi au paiement de la somme de 10 millions de francs guinéens chacune à titre de dommages-intérêts au profit de la partie civile, mais les dépend à la charge de condamné. Le procureur de la République, principal poursuivant dans la procédure, avait requis la semaine dernière une peine de 2 ans contre ces 3 dames. Mais aujourd'hui, il s'en tient à la décision du siège. Nous n'entendons pas faire appel parce que de toutes les façons, nous cherchons la condamnation des prévenus. Nous l'avons obtenue. Nous estimons que ça va être un exemple et ça va décourager beaucoup d'autres personnes candidats à ces genres d'actes. Le syndicat des pharmacies privées de Guinée, constitué partie civile dans cette affaire, s'est félicité de la sentence. C'est les 3 petits poissons que nous avons eu pendant notre pêche, nous avons eu à attraper. Il y a de gros poissons derrière. Nous sommes satisfaits, nous, le syndicat des pharmaciens d'officine. De façon symbolique, ça prouve que nous pouvons appuyer très longtemps sur l'accélérateur et on va libérer le pays des mauvais médicaments. Cette audience est le début d'une lutte contre les médicaments contrefaits qui, selon les spécialistes, sont source de nombreux cas de décès. Au niveau des forces de défense et de sécurité, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale a entamé aujourd'hui une tournée de prise de contact dans certaines garnisons de la capitale. Pour le nouveau ministre, la poursuite des réformes engagées par la Troisième République est une priorité. Compte rendu, adjudant Sekou Kamano. C'est par le bataillon spécial de Conakry que le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale a entamé sa tournée de prise de contact dans les grandes unités de la capitale. Dr Mohamed Diané est introduit auprès des hommes par le chef d'état-major général des armées. En application du décret du 4 janvier 2016 portant nomination des membres du gouvernement, son Excellence Dr Mohamed Diané a été nommé ministre d'État auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Aussitôt, il nous a instruit d'organiser une première prise de contact au niveau de toutes les unités. Dans un premier temps, les unités de la capitale et dans un second temps, les unités de l'intérieur. Du bataillon spécial de Conakry en passant par l'état-major de l'armée de l'air jusqu'au bataillon du génie militaire, partout, Dr Mohamed Diané a mis l'accent sur la poursuite de la réforme, le renforcement des capacités et l'amélioration des conditions de vie des militaires. Je suis là aujourd'hui pour vous transmettre le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant en chef des forces armées. Je suis venu donc pour continuer
cette œuvre de réforme du secteur de sécurité avec vous, pour la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, pour la professionnalisation de l'armée, le renforcement des capacités de l'armée, l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des militaires. Et pour atteindre cet objectif, il est important pour vous et pour nous tous de respecter la hiérarchie, la loyauté et surtout la vigilance face aux menaces terroristes. Cette tournée va se poursuivre mercredi prochain dans le reste des grandes unités de la capitale. À la HAC, la Haute Autorité de la Communication, l'on a assisté ce matin à la présentation du nouveau bureau exécutif de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Lors de cette rencontre, des sujets portant sur la montée des 45 radios sur le Mont Kakoulima et les redevances de la presse à l'ARPT ont été abordés. Explication, Abraham Christophe Conté, Algassimouba. Pour renouer le contact avec les différentes institutions en charge de la communication, l'ULTERGI entame une nouvelle démarche. Son premier choix porte sur la Haute Autorité de la Communication. De la HAC, l'ULTERGI s'est rendu au ministère de la Communication. Le motif principal de cette visite consiste à présenter d'abord les membres du nouveau bureau exécutif de l'Union des radiodiffusions et télévisions guinéennes, l'ULTERGI, aux partenaires, rencontrer Monsieur le ministre de la Communication pour lui exposer fondamentalement notre projet phare, la montée sur Kakoulima des 45 radios et télémembres de l'ULTERGI. Les échanges ont porté sur la montée des 45 radios privées de Guinée sur le mont Kakoulima et les redevances de la presse privée à l'ARPT. De la part de l'ULTERGI, j'ai été agréablement surprise, car souvent on pense que les radios, les télévisions, ce sont des supports qui créent problème au niveau de la population. Beaucoup ont peur des radios, mais ça humanise beaucoup notre relation. Je tiens fondamentalement à associer la presse privée à tout cet exercice de la communication publique, c'est-à-dire vous allez avoir à votre disposition tous les moyens qui vous permettront d'avoir accès à cette information en temps réel pour pouvoir mener vos activités réciproques. Composée de 11 membres, l'équipe dirigeante de l'ULTERGI entend redynamiser les rapports avec les institutions en charge de la communication. Sa mission est d'apporter un nouveau souffle à la presse guinéenne pour satisfaire le public. Et puis, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Le bureau de presse de la présidence organise une session d'orientation sur le rôle et défis des organisations de presse dans la communication institutionnelle ce jeudi 21 janvier 2016 à la Blue Zone de Kaloum à partir de 12 h. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations et de séminaires ateliers de formation sur le renforcement des capacités des journalistes accrédités auprès du bureau de presse et autres organisations de presse. Sont conviés à cette session d'orientation les journalistes accrédités auprès du bureau de presse de la présidence, les présidents et membres des bureaux des associations de presse, AJG, AGEPI, ULTERGI, Aguipel, APAC, UPLG, UPF, Maison de la presse ou leurs représentants, les directeurs de publication des organes de presse ou leurs représentants, les rédacteurs en chef des organes de presse, les représentants des médias de service public RTG Koloma et Boulbiné, Oroya, AGP, Radio Rural, la cellule de communication du gouvernement, signé le directeur du bureau de presse Moussa Sissi. Allons en Haute-Guinée où les préfectures de Mandiana et Kourossa bénéficient de nouveaux forages. L'action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Reportage Mamadi Gassama. Donner de l'eau potable aux populations en milieu rural. Loin d'être un slogan, cette ambition du chef de l'État est devenue une réalité. En témoigne la mise en place des points d'eau dans l'arrière-pays.
Pour cette seconde phase, les préfectures de Mandiana et Kouroussa bénéficient chacune de 60 forages. C'est partout où les projets n'arrivaient pas à couvrir que le président de la République a décidé et nous a instruit qu'il faut obligatoirement donner de l'eau à ces populations. Comme on le dit que l'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, on est en train de donner la vie à des gens qui ne croyaient pas trop à leur existence. Avoir la joie sur la figure des gens, c'est comme des gens qui viennent de naître. Au nom de ces localités bénéficiaires, le secteur de Koyasimbo, une localité située à 15 km de la sous-préfecture de Douako, dans la préfecture de Kouroussa. Ici, les populations s'approvisionnaient en eau à partir de cette source. Avec ces nouveaux points d'eau, les citoyens seront désormais à l'abri des maladies hydriques. Grâce à ce nouveau forage, l'espoir est permis. Nous remercions le professeur Alpha Condé. Pour pérenniser ces acquis, des comités de gestion sont mis en place. Leur mission, recouvrer des fonds en vue de pallier à d'éventuelles pannes des installations. Le Haut Conseil des Maliens en Guinée a passé en revue toutes les activités menées par le bureau en 2015. Lors de cette assemblée générale, des pistes ont été trouvées pour corriger les dysfonctionnements enregistrés lors de cette gestion. Younoussa Tawel Kamara a suivi cette rencontre. Voici son compte-rendu. Ces ressortissants maliens venus des 4 coins du pays prennent part à cette assemblée générale. Il s'agit pour eux de passer en revue toutes les activités réalisées en 2015 et mettre en place une stratégie nouvelle pour redynamiser le bureau des ressortissants. L'occasion pour évoquer quelques difficultés. Pour exercer très bien notre travail, et ça manque aussi les documents administratifs et juridiques pour pouvoir nous orienter. Parce que si on n'a pas un document juridique, ce n'est pas facile, donc on travaille comme ça en rang dispersé. Mais le président nous a promis qu'il va nous donner tous les documents nécessaires pour le bien. Le président du conseil d'administration des Maliens en Guinée promet de trouver solution au dysfonctionnement de la structure. Il invite à l'occasion tous les ressortissants maliens au respect strict des lois du pays hôte. J'ai promis un fonds d'appui pour toutes les régions qui sont toujours au chevet des Maliens. Quand on est pour, on ne sait même pas que c'est des problèmes des Maliens. Nous vivons en harmonie avec eux. On ne sait même pas qui est malien, qui est guinéen quand nous sommes ensemble. Une telle volonté du conseil d'administration des Maliens en Guinée permettra le renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre la Guinée et le Mali. Culture à présent dans le nord de Bangkok. Tous les jours, des dizaines de Thaïlandais viennent se débarrasser de leur mauvais karmé. Il s'agit bien sûr de la malchance. Ils viennent sur ce site à l'occasion d'une cérémonie dite de résurrection. Diamokaba s'est intéressé au sujet. Les yeux fermés, un bouquet de fleurs entre les mains, petit et grand pris paisiblement au sein d'un immense temple thaïlandais au nord de Bangkok, avant de s'allonger dans un cercueil. Ce rituel encadré par des moines bouddhistes vise à débarrasser les participants de leur mauvais karma pour leur permettre de ressusciter avec une âme purifiée. Cela ne fait pas peur. Je pense que c'est positif de savoir que quand je suis malchanceuse dans la vie, je peux aller m'allonger et que ma vie s'améliore. Après une première cérémonie ponctuée de prières, les croyants se placent dans des cercueils que des moines recouvrent d'une grande étoffe rose. Certains viennent en famille et un grand cercueil est prévu pour eux. Au moment où le drap est ôté, tout le monde renaît. Les gens ne peuvent pas échapper à la naissance, à la vieillesse, à la maladie ou à la mort. Donc il s'agit d'expérimenter la mort avant de mourir pour de vrai. Quand vous mourrez, votre corps doit être mis dans un cercueil, de toute façon. Depuis l'instauration de ce rituel en 2008, des dizaines de personnes se pressent chaque jour dans ce temple. À 1 heure de la capitale thaïlandaise, le temple accueille aussi dans sa cour des robots géants, de petites échoppes et des stands de nourriture à emporter. Une ambiance de fête classique des temples thaïlandais. Quand je me suis allongée dans le cercueil, la première fois j'ai eu peur parce que cela m'a donné la sensation d'être vraiment morte. Mais c'est en fait une façon pour les bouddhistes de se débarrasser de la malchance. En Thaïlande,
Bouddhisme, superstition et pratiques mystiques cohabitent et beaucoup de Thaïlandais pensent que la magie noire ou les rituels occultes peuvent porter chance ou écarter le malheur. Les amulettes et autres rituels jouent un rôle important dans un pays où près de 95% de la population est de confession bouddhiste. Sport au compte de la première journée de la poule C du championnat d'Afrique des Nations 2016. La Guinée a contraint la Tunisie au partage de points, 2 buts partout à l'issue des 90 minutes. Le résumé du match avec nos envoyés spéciaux Kadiatou Traoré, Isia Gassila, Youssouf Kaba. C'est une équipe du Stade national qui a abordé le match avec sérénité en pratiquant un football séduisant qui a forcé l'admiration du public du stade de Kigali. À la 30e minute, l'équipe perd son défenseur axial Abdoulaye Aminata Kondé suite à une blessure. Chemin faisant, la Tunisie ouvre le score à la 33e minute. 8 minutes plus tard, Alseni Kamara Agogo de l'association sportive de Kaloum remet les pendules à l'heure sur un référé d'Abdoulaye Sinda. Tunisie 1, Guinée 1, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Aigles du Carthage augmentent leur capital but suite à une belle contre-attaque par Ahmed Chiachi qui fait le doublé. 2-1 pour la Tunisie. La Guinée pourrira de leur légalisation jusqu'à la 82e minute. Alsen Kamara Agogo récidive et marque le second but guinéen. 2 buts partout et le score final. Certainement, on a commencé un peu plus fébrile, mais entre autres, chassant que